Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être là ce soir, un samedi soir. Veillée Pascal d'un côté, sortie de Shabbat de l'autre. Voilà, mais il y a un certain nombre de personnes, je crois au moins 80, qui se sont inscrites pour ce webinaire. Webinaire très intéressant. Alors, je dis toujours, il y a les gens qui suivent en direct et après, le webinaire et le replay circulent par notre newsletter sur Substack et on a environ 1500 à 2000 vues à chaque fois. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la question qui nous préoccupe et pour laquelle vous êtes inscrit. Est-ce que cette guerre a un sens? C'est-à-dire, est-ce que cette guerre en Iran, il y a aussi le Liban, mais est-ce que cette guerre a un sens qui pourrait permettre de la justifier positivement du point de vue de nos valeurs démocratiques? C'est-à-dire, est-ce que cette guerre peut affaiblir ce terrible régime d'Ebola et ouvrir à moyen, à court, moyen ou long terme, la voie vers une démocratie? Ou est-ce que, au contraire, ça va encore aggraver les choses pour les Iraniens? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une question qui se pose et que je ne suis pas sûr qu'à la fin de ce webinaire, nous aurons la réponse, mais nous allons vraiment essayer de l'évoquer de manière approfondie. Alors, je ne vais même pas perdre de temps à présenter les intervenants et les intervenantes. Je vais leur donner la parole, je les présenterai au fur et à mesure. Nous avons à Tel Aviv Anne Baer. Bonjour Anne. Alors, Bonjour tout le monde. on va pas faire semblant de se vous voyer puisqu'on se connaît, de ne pas se connaître en se voyant. Donc, bonjour Anne. Toi, tu es à Tel Aviv. Les gens qui suivent nos webinaires te connaissent parce que tu fais la médiatrice entre les auditeurs ou les webinaristes et les intervenants en transmettant les questions. Mais là, je voulais que tu commences le webinaire en nous expliquant quelle est la situation, comment vous vivez à Tel Aviv, à Jérusalem, dans ces zones, les zones peuplées, à Haïfa, d'Israël, sous des bombardements comme Israël n'en avait jamais connu pendant une aussi longue durée et avec une telle intensité. Il y a eu des guerres plus longues, mais une guerre comme ça fait 5 semaines. Quel est l'état d'esprit à peu près de la population, en quelques mots? Pour me situer, donc je suis au cœur de Tel Aviv. J'ai fait depuis ces 5 semaines quelques incursions dans le sud du pays ou pour me réfugier à Jérusalem pour avoir un peu plus de calme que je n'ai pas trouvé. C'est la roulette russe. On ne sait jamais quand et où ça va tomber et c'est absolument permanent. Donc 5 semaines de fatigue, principalement pour les fatigues, la fatigue pour les familles et pour les personnes âgées. On observe des signes de lassitude. Euh, on commence à entendre les voix de nos représentants de l'opposition, qui, autant elles étaient soudées les premières semaines avec les victoires, autant aujourd'hui critiquent pour l'absence de résultats un gouvernement qui ne fait pas le travail. Et c'est une critique qui est massive. À la marge, on voit quelques manifestations qui ont été brutalement interrompues avec beaucoup d'arrestations, mais finalement défendues par la Cour suprême au titre de la liberté d'expression. Donc ce soir même, pendant qu'on se parle, il y a peut-être une minorité de gens qui se réunissent pour exprimer leur pacifisme. Globalement, je dirais que dans l'opinion publique, la guerre reste justifiée. Elle est juste probablement de plus en plus critiquée pour ne pas être bien menée. Et comme d'habitude, souvent, on est sur du court terme dans la tactique des gouvernements Netanyahou successifs. Donc, on a vu qu'ont été obtenus des résultats exemplaires, notamment avec l'aide des services de renseignement et de l'intelligence militaire sur les premiers jours, mais ça ne s'est pas traduit en euh, arrêt des bombardements sur les populations civiles d'Israël, qui sont ciblées de manière systématique, à la différence, je dirais, des bombardements en Iran, hein, puisqu'on pense aussi à ce que peuvent subir les Iraniens, mais du côté israélien, ce sont les villes qui sont ciblées en tant que telles, et toutes les régions du pays sont concernées sans aucune exception, y compris les territoires les plus proches des villes palestiniennes, et y compris les territoires à la limite de Gaza. Tout le monde est concerné par des alertes incessantes et des préalertes incessantes avec des bombes à fragmentation qui peuvent contenir 1 kilo à 100 kilos d'explosifs, plus des missiles qui parfois atteignent leur cible et font énormément de dégâts. Il faut aussi parler des soldats qui sont maintenant mobilisés dans une guerre à Gaza, puis au Liban, voire même en Syrie, quand il y a eu besoin de défendre les Druzes. Donc finalement, ça fait presque 2 ans et demi
qu'on a des militaires réservistes et des militaires qui font leur service et qui servent en temps de guerre, qui vont faire l'intégralité de leur service sous la guerre, qui sont également épuisés. On entend un chef d'état-major qui dit qu'il est en sous-effectif et qui tire des sonnettes d'alarme auprès du gouvernement et ça rejaillit dans la presse. On sait qu'on manque d'hommes, on sait qu'on manque de réservistes. On vient juste de parler de rallonger les périodes de réserve de 7 à 9 semaines, je crois, annuelles. Et face à ça, on a un gouvernement qui montre une indifférence, voire un cynisme total par rapport à cette fatigue extrême du côté civil et qui continue de promouvoir la réforme judiciaire, qui continue de faire passer des budgets de prébande liés à la coalition et encore cette semaine à financer les franges ultra-orthodoxes de la société dans des dossiers dans lesquels il n'y a aucune contrepartie. Donc nous sommes face à un vrai schisme entre le pays qui se bat pour une cause qu'il a bien entendue et qu'il comprend, et le reste du pays qui soutient la coalition et qui serait exempté de service militaire pour encore de très très longues années. Donc on parle vraiment d'une exemption totale et intégrale de service militaire pour 20% de la population ultra-orthodoxe. Merci beaucoup, Anne. Et oui, juste par rapport au chef d'état-major et à ses mises en garde, ça rejoint aussi, il y a aussi une critique qui atteint les sommets de l'armée et des milieux politiques de tous bords sur le comportement et les violences commises par certains colons en Cisjordanie. Et il n'y a pas simplement une dimension humaniste de dire on ne doit pas frapper les Palestiniens, mais il y a aussi une dimension militaire qu'a mise en avant le chef d'état-major, c'est qu'Israël ne peut pas créer un nouveau front. Et ça, c'est une question, une donnée militaire. Israël ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui, après 2 ans et demi de guerre, d'avoir une explosion en Cisjordanie. Voilà, alors maintenant, on va passer donc d'Israël à l'Iran par l'intermédiaire d'Amélie Chély. Amélie est iranologue et pas tyrannologue, ça n'a rien à voir avec la tyrannie, mais souvent bah, la tyrannie en Iran et l'iranologie, voilà, se rejoignent. Euh, Spécialiste de l'islam politique, et Amélie a cette particularité, avec la Dan Morouman, qui parlera tout à l'heure, d'être en contact direct avec des Iraniens. Parce que quand on est en Occident, en Europe, on parle des Iraniens, ils pensent ci, ils pensent ça, mais en fait, chacun croit que les Iraniens pensent ce que, projette sur les Iraniens ce qu'il pense lui-même. Et donc, Amélie, tu as régulièrement des contacts. Quel est l'état d'esprit des Iraniens aujourd'hui, d'après ce que tu en sais, après 5 semaines de guerre? Alors, on va commencer par regarder la diversité des classes sociales parmi lesquelles je vais avoir des contacts. C'est-à-dire que pour avoir une vision la plus objective possible, même si on sait très bien que l'objectivité, ça n'existe pas et que malheureusement, j'ai pas d'échantillon de plusieurs milliers de personnes, ça va quand même des pro-régimes, pro-régimes avec lesquels on peut discuter parce que faut pas imaginer que le pro-régime est forcément la personne absolument sous-éduquée. Il y a aussi parmi les classes très éduquées iraniennes, même si c'est pas du tout la majorité des personnes qui sont pro-régime. Ensuite, on a une classe qui est un petit peu à part et où on trouve un petit peu toutes les positions politiques sont les bazaris, hein, les commerçants qui tiennent un petit peu le cœur battant de l'économie iranienne, même si elle est très régulièrement mise à mal. Et d'ailleurs, on sait très bien que les manifestations qui ont commencé le 28 décembre dernier auront été initiées par les gens du bazar. Il peut y avoir aussi une très très grande partie de la classe moyenne haute, la classe moyenne moins haute, et puis des personnes qui ont plutôt des tendances très à gauche en étant très éduqués, d'autres plus à gauche mais en étant plutôt des laborieux comme ils aiment bien s'appeler eux-mêmes. Et effectivement, quand on regarde cette grande diversité, moi ce que j'observe actuellement, même s'il y a quelques surprises, c'est qu'on est dans une radicalisation de postures qui existait déjà. C'est-à-dire que si on essaye de synthétiser et de résumer, même si, encore une fois, hein, il faut garder, ça ne peut pas permettre de couvrir toute la réalité. Pour résumer, on a à l'une des extrémités du spectre une partie très réduite de la population qui défend bec et ongle la République islamique.
c'est très difficile de calculer, hein, puisque à l'intérieur de ces gens-là, vous avez les gens qui sont sincèrement pour, et puis vous avez ceux qui ont trop d'intérêt économique pour se dire contre, ou bien tout simplement des personnes qui appartiennent aux administrations et qui ne peuvent pas exposer publiquement une position contre. On va dire que c'est une quinzaine de pourcents de la population. À l'autre extrémité du spectre, on a aussi une partie qui est assez restreinte, de une quinzaine de pourcents de la population qui ont une posture totalement proche des néoconservateurs américains, c'est-à-dire qui sont non seulement pour un renversement du régime, hein, comme la plupart de la population, mais pour que cela vienne de puissances étrangères, même à envisager que ces puissances étrangères restent durablement sur le territoire. Donc ça, c'est pas la majorité non plus. Et au milieu, vous avez une écrasante majorité de la population qui n'aime pas la République islamique, qui va finalement couvrir un spectre très très large, qui va de la volonté d'une chute à la volonté d'avoir une sorte de révolution à la chinoise, c'est-à-dire pas forcément passer par de la révolution, mais éventuellement un assouplissement. Vous avez aussi des personnes qui ne sont pas contre l'intervention étrangère, mais qui savent très bien que même si la chose est impossible dans leurs vœux les plus fous, dans leurs rêves les plus fous, ils aimeraient qu'une fois que le travail est fait, les puissances étrangères ne s'immiscent plus dans la suite de la vie politique. Bon, donc vous avez un petit peu de tout. Là où j'ai des surprises, c'est que il peut y avoir parmi mes contacts des personnes qui ne sont pas forcément les plus virulemment opposées à la République islamique qui continuent de penser que il faut que cette guerre aille à son terme. Alors, c'est pas la majorité, mais pour une raison qui se comprend, c'est que s'il y a effectivement eu 30 000 morts dans les répressions des dernières manifestations, il ne faut pas que ces personnes soient mortes pour rien. Ça, c'est l'argument qui revient de plus en plus. Et puis aussi, bien évidemment, parmi cette population qui n'aime pas la République islamique et qui aimerait bien en voir le terme, il peut y avoir aussi une lassitude, une lassitude qui prend peut-être des contours un peu différents de ce qu'on peut observer en Israël. Parce qu'il y a aussi eu la question de l'irrespirabilité de l'air dans certaines grandes villes, notamment à Téhéran. Une lassitude qui donne le sentiment que finalement, si tout est détruit, qu'est-ce qui va rester? Après, dans la diaspora, cette question se pose moins parce qu'on est un petit peu plus en possession de ces forces concernant ce que j'aime appeler l'âme de l'Iran, hein, une réalité dans l'esprit de tous les Iraniens, mais qui peut peut-être être un petit peu plus régulièrement évoquée par la diaspora. C'est-à-dire que même si l'actuelle République islamique n'est que locataire finalement d'un Iran plurimillénaire, eh bien les forces seront bien là pour tout reconstruire et que rien de cette âme iranienne ne sera perdu quand bien même un certain nombre de destructions seraient à déplorer. Maintenant, il y a une très très grande crainte, il y a deux grandes craintes qui traversent le pays et là je parle de tous ceux qui sont contre la République islamique, mais peu importe à quel niveau sur le spectre, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de ces 15% de personnes pro-régime. La première crainte qui a pu avoir et qui continue d'exister dans la tête de certaines personnes, elle a commencé cette crainte il y a quelques semaines quand Donald Trump a dit qu'il avait trois idées de proposition sauf qu'il était resté très vague sur ses idées. Et là a commencé à circuler parmi les Iraniens la possibilité redoutée d'avoir les moudjahidines du peuple. Parce qu'ils savent très bien que les Américains peuvent beaucoup jouer sur différents types d'opposition et très régulièrement aussi jouer sur l'opposition des moudjahidines du peuple qui, on le sait, est détesté par une très grande majorité de la population iranienne parce qu'ils incarnent la traîtrise au plus haut niveau, étant donné que pendant la guerre Iran-Irak, les moudjahidines du peuple se sont mis côté irakien et une certaine partie d'entre eux ont même été les traducteurs des geôliers qui procédaient à des séances de torture sur des Iraniens. Donc là, c'est une grande crainte. Et l'autre grande crainte, c'est un petit peu plus tard, quand Donald Trump a tenu ses propos expliquant qu'il pouvait parler avec tout le monde, que dans le Golfe, il avait de très good guys, très religieux avec lesquels il n'avait absolument aucune difficulté à négocier, et donc il ne serait absolument pas contre la possibilité d'une négociation avec quelqu'un de très, très religieux. Donc ça, c'est une autre crainte, c'est-à-dire la pérennisation du régime, mais surtout la pérennisation du régime avec une personne dure type Rolibov, dont on parle beaucoup, puisque maintenant Larijani a été mis de côté, hein, a été assassiné.
Vraiment Et, mis de côté. pardon? Vraiment mis de côté, oui. Ah oui, 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 mis bien, bien, bien de côté. Donc, une personne comme Rolibov, par exemple, c'est non seulement la pérennisation du régime, mais en plus la pérennisation d'une ligne très, très dure. Et ça, les Iraniens auraient beaucoup de mal. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce que j'entends et qui fait l'unanimité chez les gens qui sont contre la République islamique, peu importe à quel degré, c'est les frappes, si elles s'étaient arrêtées à Ali Khamenei et à Mahmoud Ahmadinejad, cela aurait été amplement suffisant parce qu'un certain nombre d'entre eux déplorent quand même qu'il puisse y avoir autant de difficultés à vivre. Difficultés à vivre qui se manifestent aussi à l'intérieur par ces deux choses. La première, c'est que on ne sort pas dans les rues en journée pour manifester, hein. C'est très compliqué de sortir sous les bombes. Et puis surtout, le soir, on ne peut pas s'organiser pour éventuellement ceux qui auraient l'énergie d'organiser des élans protestataires en journée, puisqu'il y a qui patrouillent un certain nombre d'éléments des forces de l'ordre. Ça peut être les Nirui Ntezami, ça peut être des Basij. Et donc, voilà, c'est un petit peu à cela que le panorama dans les grandes villes iraniennes le ressemble, dans les plus petites villes, voire même dans le monde rural, c'est un petit peu moins difficile. Alors, juste une question. Dans certains propos, comme il sait en tenir, Trump dit on va anéantir l'Iran, on va le ramener à l'âge de pierre. Est-ce que les bombardements tels qu'ils existent et tels qu'on les perçoit de l'extérieur, c'est des bombardements ciblés, ou est-ce que aujourd'hui ça touche la population civile? Et est-ce que les destructions sont importantes sur des installations civiles? Alors, on a eu cette information sur l'école de petites filles qui a durablement marqué les esprits. Alors, un certain nombre de personnes en Iran qui sont plutôt dans la frange très dure des anti-régimes, proches des néoconservateurs, parle de propagande, donc bon, c'est pas trop. Après, encore une fois, ce qui a vraiment beaucoup marqué, c'est les questions d'attaque de zones chimiques et pétrolifères, parce que ça avait un impact sur l'air immédiatement. Sur l'eau aussi, ça fait un petit peu peur dans certaines villes, surtout à Rome. Bon, même s'ils ont eu à moins souffrir d'attaques, c'est une question qui reste quand même dans les esprits, étant donné que la question de l'eau est centrale dans cette vie. Mais sinon, le retour à l'âge de pierre, ça n'effraie pas une partie de la population qui est contre la République islamique parce qu'ils savent qu'ils ont la matière grise. Ils savent que contrairement à d'autres pays qui viennent synonymiser l'affaiblissement avec la désélitisation. En Iran, c'est pas le cas. C'est-à-dire que non seulement c'est pas le cas, on continue d'avoir une culture de la culture avec des diplômes de très haut niveau sur place, mais en plus, et ça c'est un phénomène qu'on avait déjà observé lors des accords de Vienne, vous avez une grande partie de la diaspora qui n'attend qu'une chose, c'est que l'air soit un peu plus respirable au sens propre comme au sens figuré en Iran, pour pouvoir rentrer en Iran et mettre à profit pour le pays leurs compétences acquises dans la diaspora. C'est-à-dire qu'on a cette idée de renaissance, quelque chose de régénérant, de tout à fait envisageable. Et en revanche, pour les personnes qui sont profondément pro-République islamique, bah, ça ne fait que les durcir dans leur posture. Merci Amélie. Maintenant, Ladan Borouman. Donc Ladan est à Washington. On a déjà fait un webinaire avec elle et je suis très content qu'elle ait pu se libérer à nouveau. Donc Ladan est la cofondatrice du Centre pour les droits humains et la démocratie en Iran. C'est une historienne spécialisée totalitarisme et des révolutions et aussi une personne engagée, comme je l'ai dit, puisque d'ailleurs son centre s'appelle Abdurrahman Borouman du nom de son père qui était à la fois, qui était une personnalité politique iranienne, libérale, il y en a eu, à la fois opposant au Shah, puis opposant à Khomeini, et qui était proche de Chapour Bakhtiar. Tous les deux ont été assassinés à Paris en 1991. Donc Ladan connaît très bien l'Iran. Elle ne peut plus évidemment y aller, mais elle continue d'observer l'Iran depuis Washington et depuis Paris, où elle est souvent. Ladan, dans les sondages qui circulaient avant le début de la guerre, notamment de l'Institut Gaman, qui paraît fiable, qui interroge des 20 000 ou 30 000 personnes, j'ai vu, bon, une fois même 77 000. Il y a deux choses, moi, qui m'ont frappé. C'est d'une part, ce que dit Amélie aussi, que la majorité, 75, 80%, même 85% des Iraniens, malgré leur division, ne veulent plus de ce régime, veulent un régime plus démocratique et laïque. Bon. Et deuxième chose,
c'est l'émergence de Reza Pahlavi, qui pendant très longtemps était une personnalité marginale, qui portait le flambeau de l'héritage de son père, qui était appelé d'ailleurs le fils du chat, et qui est la personnalité politique qui émerge dans un désert. Alors, est-ce que ces deux facteurs, c'est-à-dire l'impopularité du régime et la popularité de Reza Pahlavi, sont toujours réels après 5 semaines de guerre? Ou est-ce que l'opinion est en train de changer? En fait, on ne le sait pas parce que Gammon, que vous avez mentionné, euh, fonctionne grâce à l'Internet. Et le shutdown de l'Internet a rendu très difficile toutes sortes de sondages, quels qu'ils soient. Donc, on est contraint de nous référer à des éléments qui sont anecdotiques. Nos contacts, nos familles, etc. Dans la diaspora, je pense que il est toujours le premier à être plébiscité. Reza Pahlavi. Euh, oui, en Iran, je pense que déjà, vous savez, son apparition sur la scène politique, sa réapparition sur la scène politique n'est pas le fait de ses propres mérites. C'est vraiment un phénomène culturel et historique et politique, c'est-à-dire une volonté de la population de rompre catégoriquement, politiquement, avec l'héritage de la révolution islamique. Et comme il n'y a pas d'autre option, et comme il représente l'État-nation laïque, c'est lui qui est sur le devant de la scène. Maintenant, est-ce que l'opinion a changé? Je peux pas vous dire. Ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression toujours, et nous, les éléments et les informations anecdotiques que nous avons, c'est cette crainte de la population de voir la guerre se terminer sans la chute de la République islamique. Ça, c'est quelque chose que depuis le Kurdistan jusqu'au Baloutchistan ou à Yazd, par exemple, on reçoit toujours les mêmes informations. Les gens sont prêts à supporter les méfaits de la guerre si ça peut aider à se débarrasser du régime islamique. C'est ce que nous entendons à partir de nos contacts avec des dissidents, les victimes, la famille des victimes, etc. Mais effectivement, euh, la catégorie sociale avec laquelle nous sommes en contact, c'est celle des gens qui ont souffert du régime. Donc, il faut aussi tenir compte de cela. Mais moi, je pense que si une chose le fait que le régime, parce que couper l'Internet, ça coûte, ça détruit l'économie iranienne. Ça a suspendu le commerce. Et je pense que le régime islamique a tellement peur que le monde ait accès à l'opinion des Iraniens qu'il préfère supporter les conséquences financières et économiques de euh, de, du blocage de l'Internet pour une question stratégique qui est la guerre des narratifs. Et je pense que ça, pour nous, c'est vraiment le facteur le plus important qu'il faut envisager. Tant que le régime pense qu'il doit bloquer l'Internet, c'est que l'opinion publique probablement ne va pas dans le sens qui pourrait servir sa cause et ses intérêts. C'est tout ce que moi je peux dire là-dessus. Maintenant, est-ce que Reza Pahlavi, l'opinion en général peut basculer assez rapidement selon les circonstances, mais pour le moment, j'ai pas d'indication montrant qu'il y a une transformation parce que après tout, c'est lui qu'ils ont appelé dans les rues des villes de l'Iran euh, En janvier. en janvier. Et ils ont répondu à son appel à la manifestation. Donc, pour le moment, je pense que nous sommes dans la même situation. Mais est-ce qu'il saura, est-ce qu'il a la capacité de, est-ce qu'il il peut être
à la hauteur de son rendez-vous à l'histoire, ça, c'est une autre question. Alors, juste avant de passer la parole à Léa, euh, on parlait juste avant le début du webinaire de possibilité d'un compromis. Ben, nous, on en parlait, mais les médias en parlent, que les Américains arriveraient à trouver un compromis avec une fraction du régime. Quelle est la réalité de cette hypothèse? Oui, ça c'est une question importante parce qu'on vient d'avoir un article que je considère être très important de Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est une proposition de négociation, cette fois-ci, qui prend au sérieux et qui, qui répond aux exigences des Américains sur la question nucléaire. Euh, et donc, je ne sais pas si c'est un coup, parce que les Iraniens savent, vous savez, les Iraniens ont, enfin les Iraniens, la République islamique a mené une guerre contre l'Occident et les États-Unis et Israël depuis 47 ans. Et comme militairement, il n'a jamais été suffisamment fort pour mener cette guerre militairement, ça a été une guerre non conventionnelle qui est idéologique, terroriste et surtout dans le domaine du récit et du narratif. Et je pense ce coup de Zarif peut aussi être un coup pour mobiliser l'opinion publique américaine contre la guerre encore plus qu'elle ne l'est et faire pression sur euh, le pouvoir exécutif américain pour un cessez-le-feu ou pour qu'il s'en aille. Ça, c'est une possibilité, mais le contenu de ces négociations et des propositions de Zarif sont très importantes et j'ai l'impression aussi qu'il montre à l'intérieur du régime, il y a vraiment une force qui est en train de se coaliser pour essayer de trouver une solution comme celle de Venezuela avec les États-Unis. Et je pense que ça, c'est un des derniers développements qui sont très, 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 très importants. Oui. Reste à savoir combien de temps les Iraniens supporteraient cette solution. Et cette solution, finalement, ne sera pas une étape vers un effondrement du régime. Oui, et parce qu'ils proposent des accords pétroliers avec des compagnies américaines, mais en 1996, je pense aussi à l'époque, Mm. il y Oui. avait cette ouverture et c'est Clinton qui a bloqué les contrats à cause du terrorisme iranien. Donc la question est de savoir s'ils arriveront, est-ce que leur réseau de proxy partout dans le monde, enfin autour d'Israël. Il n'est quasiment pas question d'Israël dans les propositions de Zarif, ce qui est aussi assez intéressant. C'est-à-dire le fait qu'ils vont reconnaître l'existence d'Israël, qu'il y aura une sorte de coexistence pacifique, etc. Il n'y a pas de mention de la question d'Israël dans les propositions de Zarif. Mm. Alors justement, on parle d'Israël. Léa Landman, Est-ce que je que peux je poser présente. quand même Oui, d'abord une oui, question à oui, Ladan? d'abord, bien sûr. Bien sûr, Léa. Ladan, comment vous expliquez le décalage qu'il y a entre, un, ce que veut la majorité des Iraniens, ce qu'ils ont scandé dans la rue, c'est-à-dire par la vie, et la diaspora iranienne qui représente ça très bien, même si on sait très bien que la diaspora, elle se divise avec l'extrême gauche, les moudjahidines, etc. Mais comment vous expliquez quand même que la presse occidentale, qui est toujours tellement contente de trouver une personnalité pour pouvoir faire un semblant de changement de régime, etc., même si c'est pas eux qui mettent en place, comment vous expliquez ce dénigrement envers Pahlavi? Ben, écoutez, parce que euh, bon, la France a décapité son roi, primo. Donc, il y a une sorte de... Et puis, souvenez-vous que les émigrés, dans la culture politique française, ont toujours été suspects. Même au moment de la Révolution russe, le grand historien de la Révolution française parlait des émigrés russes avec beaucoup de condescendance. Donc, je pense qu'il y a des racines culturelles à ce dénigrement. Ensuite, le père de Reza Pahlavi était quand même un dictateur. On peut dire un despote éclairé, on peut, Ouais.
Et puis, moi, Enfin, par ça contre, dérange pas les Français, les despotes éclairés, hein. ou- bon, oui et non, parce que oui, enfin, ils peuvent s'accommoder, mais je pense qu'il y a quand même cette culture révolutionnaire et je pense surtout que la révolution islamique d'Iran a été vraiment idéologiquement soutenue par toute la tradition de la gauche française. Parce que il y a peut-être des dimensions de la révolution islamique qui sont passées inaperçues, mais Khomeini n'aurait pas pu prendre le pouvoir sans le soutien de l'Union soviétique. Et encore, je me souviens des années 80 où le Hezbollah iranien manifestait le 1er mai avec le PCF et le CGT. Et les autres opposants, l'extrême gauche iranienne manifestait avec la CFDT. Donc, il y a tous ces a priori et aussi pendant toutes ces années, euh, les apologistes de la révolution islamique et beaucoup d'iranologues aussi, ils ont quand même vraiment diabolisé le régime du Shah en France. Et donc, c'est difficile de faire cette transition aussi rapidement. Et il faut dire aussi que dans les manifestations des partisans de Reza Pahlavi, avec Vive le chat pour l'éternité, etc., c'est pas très malin pour, vous savez, c'est vraiment même moi je suis pas contre Reza Pahlavi, mais je suis mal à l'aise dans les manifestations, alors que pour femmes, vie, liberté, démocratie, droits de l'homme, c'est beaucoup plus mobilisateur et ça suscite beaucoup plus de sympathie en Occident que ces slogans qui sont un peu fascisants, il faut bien le dire. Ok, Donc merci. c'est un ensemble de facteurs qui font que Alors, Léa, justement, bon, Léa Merci, Ladan. oui, Léa est franco-israélienne, spécialiste de géopolitique. Euh, Léa, donc, est-ce que les Israéliens, plus que les Américains, font la guerre pour un renversement de régime, les Américains faisant la guerre principalement pour des questions militaires et pour se contenteraient d'une hypothèse renversement de la vénézuélienne? Est-ce que les Alors, Israéliens, il y a vraiment cette détermination en Israël, et est-ce qu'ils pourront le faire si les Américains, si le jour où les Américains siffleront la fin de la partie, ce sera terminé, non? alors, juste pour cadrer un peu la conversation, il y a euh, deux bases, enfin deux postulats de départ. Un, c'est que il se passe quelque chose de très intéressant, un peu bizarre quand même en Israël et aux États-Unis, c'est-à-dire euh, je vais essayer d'analyser la politique étrangère sans rentrer dans la politique intérieure. D'accord? Parce que je pense qu'on est dans un cas de figure tellement compliqué ou tellement bizarre où objectivement l'Iran menace Israël depuis 47 ans et la région d'ailleurs, et objectivement menace les intérêts stratégiques américains, mais objectivement les deux présidents c'est très compliqué en interne. Donc je vais essayer vraiment de séparer les deux pour notre question. Et deuxièmement, oui, je pense que le calendrier israélien dépend absolument du calendrier américain. C'est-à-dire que quand Trump dira basta, ça sera basta, ou plutôt khalas. Mais, euh, mais l'idée générale est que non, je ne pense pas que les Israéliens se battent pour la démocratie iranienne. Je pense qu'ils se battent pour un changement de régime, d'un côté. Euh, En Occident, on voit la guerre comme l'inverse de la paix. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une guerre ouverte, alors c'est la paix. Mais 47 ans du régime iranien dans la région, c'est pas la paix. Pour moi, c'était un chaos un peu plus organisé, pas complètement ouvert, mais un chaos. Et je sais que ça va sembler paradoxal et on est en Zoom et c'est un peu compliqué, mais je suis persuadée que la post-guerre en Iran, la région sera plus stable que pré-guerre en Iran. Et si en plus il y a un vrai changement de régime en Iran vers une démocratie, on va perdre Anne pour 15 minutes. Bonne chance, Anne. Ah oui, il y a une alerte. Il y a une alerte en Israël. Bon, Anne est Euh, partie se mettre à l'abri. ouais. Et que s'il y a un vrai changement de régime, la région, elle va vers quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on va passer d'un système régional de milices
un système régional d'État. Et c'est pour ça que la dame, je vous parlais je vous disais que les Français, ils s'accommodent avec ça, mais en vrai, on peut compter sur les doigts de deux mains peut-être le nombre de régimes démocratiques dans le monde. Donc l'idée, ça soit pas une démocratie parfaite. Après, il y a aussi quand même un point très intéressant avec les Israéliens, même s'ils se battent pas que pour la démocratie iranienne. Je voudrais pas donner l'impression que maintenant l'intérêt des Israéliens c'est que la démocratie. Leur intérêt c'est effectivement la démocratie. Mais au-delà de ça, leur intérêt c'est d'avoir un régime en place qui arrête de les menacer. On peut aller un peu plus loin dans cette logique en disant que le seul moyen d'arrêter la menace iranienne, c'est s'il y a un vrai changement de régime. Mais au-delà de ça, il y a une vraie, euh, il y a un mot en hébreu qui veut dire une sorte de foi commune ou de destin commun entre Israël et le peuple iranien. Non seulement, parce que je vais pas aller 2500 ans en arrière, mais même plus récemment. D'abord et surtout, il y a entre 100 et 200 000 descendants deuxième et troisième génération d'Iraniens en Israël, plus encore à peu près 100, 150 000 aux États-Unis. Ce sont des descendants iraniens. Leurs grands-parents sont partis d'Iran. Okay, donc, ils sont avec une culture très fière iranienne et ils ont aussi la nostalgie de ce qu'était l'Iran avant. À cela, rajouter l'apogée des relations israélo-iraniennes. Quand vous parlez à des Israéliens, ils en parlent comme l'âge d'or au Moyen-Orient. C'était quand même un des rares pays qui ne voyait pas Israël comme l'ennemi, comme le corps étranger de cette région. Donc, je veux dire en essayant d'être vraiment très je veux pas dire clairement le but d'Israël, c'est la démocratie iranienne, ce serait faux et ce serait donner un faux espoir. En revanche, je pense qu'ils ont beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait une démocratie en Iran et je pense que quelque part, Israël a encore plus d'intérêt qu'il y ait une démocratie en Iran que par exemple les pays du Golfe. Bon, maintenant qu'ils se sont pris plein la tête depuis un mois, je pense que ça change un petit peu. Mais je pense que quelque part, pour les pays du Golfe, qui sont, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, Israël n'a pas vocation expansionniste dans la région, c'est faux. C'est pas du tout la mentalité israélienne dans la région. Je vous parle pas de la Cisjordanie, mais je vous parle vraiment de vocation expansionniste, comme on peut le voir avec l'Iran et comme on peut le voir avec la Turquie. Israël a besoin de sécurité avant tout. Et je sais plus qui en France, Haro ou de Villepin a dit Israël, c'est que la sécurité. Bah oui, c'est que la sécurité pour l'instant. Il n'empêche que une démocratie iranienne, ça arrange pas tellement les grandes, les principaux acteurs régionaux. Parce que un Iran trop fort, ça fait de l'ombre. Un Iran démocratique, vous imaginez, réintégration dans la société des nations, etc. C'est pas l'exemple qu'ils veulent donner chez eux. Il n'empêche que je pense qu'après un mois de guerre, ça change un petit peu. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de leurs opinions? Je n'en sais rien. Mais en Israël, c'est vraiment entre la sécurité et vous demandez aux Israéliens, et ça c'est phénoménal quand même. Anne disait, et elle avait raison, il y a un manque de confiance dans ce gouvernement. Mais même les Israéliens arrivent à détacher le manque de confiance dans le gouvernement. Ils comprennent pas où va cette guerre parce qu'on l'explique mal et que tout devait être réglé en juin, etc. Même si c'est assez faux, on savait très bien en juin qu'il y aurait un deuxième tour. Il n'empêche que vous parlez à des Israéliens, ils vont vous dire, oui, il faut une démocratie en Iran. Il faut régler cette histoire de menace. Et pour eux, ça va de pair. Et ça, c'est vraiment un phénomène très intéressant parce que c'est pas du cynisme et c'est pas de l'hypocrisie. C'est fondamentalement une grande majorité des Israéliens, je ne veux pas dire tout le monde parce que c'est jamais vrai, mais une grande majorité des Israéliens voient ça comme un processus naturel. Est-ce qu'ils pensent que Israël doit gérer ça seul? Non, pas tous. Ils pensent que c'est complètement aberrant que à un point aussi important, à un moment de bascule, je sais qu'on dit beaucoup bascule, mais comme depuis le 7 octobre, on a une sorte de phénomène de domino. Là, on arrive vraiment à la base du domino. C'est-à-dire que c'est vraiment une opportunité. Si elle n'est pas prise maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se manifestera de nouveau. Bon, merci Léa. On revient. Ah, ça va Léa? Oui, c'est. Oui, je voulais quand même dire Ah, une encore un chose peu. Voilà. sur l'histoire du Venezuela. Mm. C'est que il semblerait, et encore une fois,
encore une fois, je pense que personne ne sait comment cette histoire se termine, ni ce que Trump veut ou ce qu'il va faire. D'accord? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est que des spéculations et que voilà. Et il y a des théories aussi en, en- des théories militaires qui disent qu'on n'a pas toujours besoin de savoir quel est le jour d'après. Il n'y a pas besoin d'une grande stratégie et que les choses, elles se font aussi en fonction de ce qui se passe sur le terrain. C'est discutable, mais ces théories existent. Il n'empêche que Trump a l'air d'avoir envie de mettre en place un régime, ou en tout cas arriver au point où le régime peut travailler avec. Et ça fait vraiment très modèle Venezuela. Au Venezuela, on était sûr qu'il allait mettre l'opposition. Bien non, il a mis le numéro 2. En fait, donc c'est pas du tout un changement de régime, c'est juste un régime qui est prêt à travailler avec lui. Mais avec l'Iran, il y a un autre problème, c'est que il y avait quand même trois objectifs. Les proxys, l'affaiblissement des proxys, la destruction, en tout cas une destruction importante du programme balistique et le programme nucléaire. Je ne sais pas si ce que Zarif propose, comme vous, est-ce que c'est encore un peu comme on dit en hébreu Poudre aux comment ça yeux. s'appelle? De la poudre aux yeux, en français aussi d'ailleurs. Euh, mais je vois pas comment Trump peut terminer cette guerre en disant super, j'ai réouvert le détroit d'Ormuz alors qu'il était ouvert avant, ou qui disent super, les Iraniens m'ont promis de plus enrichir. Je vois pas comment il peut vendre ça, en fait, alors que je pense qu'il a une capacité phénoménale à annoncer une victoire là où il veut. Mais il va falloir qu'il ait vraiment des avantages vendables, vendables à son public, mais aussi au monde, puisque c'est une question de projection de pouvoir. De quoi il a l'air devant les Chinois ou les Russes d'ailleurs, s'il part encore pire que ce qu'il est arrivé. Donc je pense qu'il se passe un truc vraiment incroyable au Moyen-Orient et je pense surtout qu'on ne se rend pas compte. Je pense que la France, par exemple, quand on regarde la politique étrangère française mais européenne, ils sont coincés en 1967 en fait. Ils n'ont pas du tout compris qu'on était en 2026, la région elle a changé, c'est plus du tout les mêmes rapports de force. Pour que les Libanais soient fâchés contre la politique étrangère française, c'est vraiment qu'ils sont allés trop loin. Donc voilà, c'est les questions que moi je me pose. J'ai pas de réponse claire là-dessus, hein. Alors, merci Léa, on reviendra tout à l'heure. Bernard Guetta est aussi parmi nous. Vous n'avez pas encore vu, puis les gens qui l'ont vu au début m'ont dit c'est bizarre, on ne le laisse pas parler, il est dans son coin. Oui, je D'habitude, à suis la télé, bâillonné. il lâche pas la parole. Voilà. Bon, alors non, on n'a pas bâillonné Bernard Guetta. Donc, Bernard Guetta, journaliste spécialiste de politique étrangère que vous connaissez depuis un certain nombre d'années, et aussi eurodéputé donc, au Parlement européen et engagé notamment en tant que président de l'intergroupe pour la solution à deux États et grand ami de Shalom Salam, à qui on fait souvent appel et on est très content d'avoir Bernard parmi nous. Alors euh, Bernard, on se tutoie, donc toi tu as une expérience d'une transition démocratique, puisque tu étais correspondant, je ne sais plus de quel média, de beaucoup de médias Du du monde, monde, je du crois, monde. à Moscou, pendant la perestroïka. Alors, ça n'a rien, enfin, ça n'a rien à voir, mais en même temps, tu as vu comment on pouvait passer d'une dictature, d'un totalitarisme, peut-être même déclinant, à la démocratie. Est-ce que en Iran, il y a des choses qui peuvent permettre de dire, parce que même si demain, bon, les Américains détruisent tous les gardiens de la révolution, tous les officiers, etc., comment on fait pour passer de cette situation-là à une démocratie? Est-ce que ça paraît illusoire ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Bon, si tu veux bien, Michel, je reviendrai à cette Ouais. question après, mais je voudrais d'abord vous dire une chose. Je reviens d'une mission avec le Parlement européen en Corée du Sud et au Japon. Ce que j'ai entendu là-bas, ce que nous avons entendu là-bas, m'a énormément frappé parce que j'ai constaté une perte de crédit des États-Unis absolument vertigineuse. Voilà deux pays, et il y en a bien d'autres en Asie, qui dépendent des exportations, qui dépendent totalement, enfin totalement, pas à 100%, mais entre 65 et 80% suivant les pays, donc totalement des exportations de pétrole et de gaz de la région, qui voit les États-Unis s'être embarqués dans cette guerre sans véritablement penser aux résultats, au but de guerre,
qui voient que leurs économies sont très gravement menacées et vont, quelle que soit l'issue là, de la guerre, dans les jours ou les semaines qui viennent, l'économie de ces pays aura pris un coup sévère, vraiment sévère. Et donc, ces pays se disent, mais enfin, comment est-ce qu'on peut continuer à compter sur des États-Unis aussi irresponsables, aussi irresponsables. Et je ne dis pas que j'ai entendu le mot dans les échanges officiels, mais dans les couloirs, après les échanges officiels, il y a une fureur euh, et une incompréhension surtout devant les États-Unis. Et cette fureur et cette incompréhension m'ont rappelé énormément celle que l'on sent aujourd'hui dans les pays du Golfe. Parce qu'enfin, les États-Unis s'engagent dans cette guerre. Non seulement ils ne sont pas capables de la mener à bien en quelques jours ou même en 2 semaines, mais ils sont incapables de réellement protéger leurs alliés du Golfe contre les représailles iraniennes. Les pays du Golfe aujourd'hui, de même que les pays asiatiques dans le domaine économique, ben les pays du Golfe dans le domaine économique et militaire, dans leurs infrastructures, ben, sont touchés sans que les États-Unis ne puissent les aider sérieusement. Et nous assistons donc à une perte de crédit absolument gigantesque dans des régions aussi fondamentales pour les États-Unis que l'Indo-Pacifique et le Golfe, qui laissent d'autant plus rêveur que depuis l'affaire du Groenland, l'été dernier, les États-Unis non seulement ont perdu leur crédit dans les pays de l'Union européenne, mais se sont mis à dos les pays de l'Union européenne. Certains le disent presque ouvertement, poliment, parce qu'ils sont bien élevés, contrairement à Trump. D'autres ne le disent pas, mais on sait très bien ce qu'ils pensent. Eh bien, quand on additionne Europe, Golfe, États-Unis, on est saisi, mais véritablement saisi, moi jusqu'au vertige, jusqu'au vertige. Je ressens un vertige à ce retour de Corée du Sud et du Japon devant cette perte de crédit des États-Unis. À quoi cela peut nous mener? Je ne le sais pas encore. Je n'ai pas cessé de repenser pendant que j'étais à Séoul et à Tokyo à ce que m'avait dit en septembre dernier à Toronto une dirigeante du Canada, quelques semaines ou jours avant le discours, le fameux discours du Premier ministre sur le rassemblement des puissances moyennes, qui m'avait dit, mais l'Union européenne doit devenir le nouveau leader du monde libre. Alors j'en étais resté absolument estomaqué. Ça ne m'avait pas attristé, vous le comprenez bien. Ça m'avait plutôt réjoui, mais j'en étais resté estomaqué. Et je me dis, mais enfin vraiment, vous êtes sérieuse? Et elle me répond, mais si ce n'est pas vous, qui? Point d'interrogation. Ben, si ce n'est pas vous, qui? Effectivement, j'ai pas de réponse à cela. Il n'y a qu'un seul candidat. Oui, c'est vrai, c'est l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est pas prête à jouer ce rôle. Et évidemment qu'elle n'a pas la puissance militaire, qu'elle n'a pas encore le poids politique, même si ça grandit considérablement, et je dirais presque de semaine en semaine. Et donc, il y a ce recul spectaculaire des États-Unis, il y a une Union européenne qui est dans l'antichambre d'un nouveau rôle international, mais qui n'est pas encore prête à l'assumer. Euh, et c'était très frappant aussi, parce que pendant que cette mission du Parlement européen faisait Séoul-Tokyo, le président de la République française faisait Tokyo-Séoul, avec exactement les mêmes questions et les mêmes réponses que celles que nous avons posées et entendues. Alors lui a plaidé très ouvertement, vous le savez, vous avez lu les journaux comme moi, pour un network, comment on dit un network, Réseau. un réseau, merci, un réseau de puissance non hégémonique. Euh, il a employé l'expression de troisième voie et il a véritablement posé l'Union européenne assez
conduite par la France en l'occurrence. Enfin bon, il est dans son rôle de président français, mais il a nettement posé l'Union européenne, c'est vrai, en potentiel, et là je recite ma dirigeante canadienne, en potentiel nouveau leader du monde libre. Alors, vous pourrez penser, parce que moi-même je le pensais en me disant tout cela pendant ce voyage, vous pourrez penser, oh, bah, vraiment, il rêve quand on voit l'Union européenne, ses faiblesses, ses lenteurs de décision, sa règle de l'unanimité qui paralyse pas tout, bien loin de là, mais beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup trop souvent. Oui, tout cela est vrai, mais en même temps, il y a un bouleversement très profond que cette guerre d'Iran est en train d'accélérer d'une manière spectaculaire en décrédibilisant les États-Unis très profondément dans de nouvelles régions essentielles. Et moi, sur cette guerre, c'est ce qui me frappe le plus aujourd'hui. Alors maintenant, sur la guerre elle-même, je serai très prudent, très modeste, parce que lorsqu'elle a commencé, je n'imaginais pas, je le dis franchement, je me suis trompé, je n'imaginais pas que le régime iranien puisse tenir plus de 2 semaines. Or, il tient depuis plus que 2 semaines. Nous le savons tous. Alors, pour encore combien de temps? Ça, je n'en sais rien, et personne ne le sait. Mais enfin, le fait est qu'il a tenu plus que 2 semaines, et que donc il avait à la fois des stocks d'armes et une capacité à faire front beaucoup plus grand qu'on ne pouvait l'imaginer, puisque je n'ai certainement pas été le seul à faire cette erreur à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Je crains beaucoup que Trump ne veuille terminer la guerre au plus vite et donc ne cherche à conclure un accord avec le régime qui lui permette de sauver la face et de s'éclipser rapidement. Euh, Est-ce que si c'était le cas, le régime pourrait tenir? Je continue pour ma part à en douter, car je pense que ce régime est malgré tout considérablement affaibli, d'une part par cette guerre, mais d'autre part parce que par tout ce qui a précédé, en vérité, depuis la première élection de Khatami, c'est-à-dire depuis un bon bout de temps. Et tout ce qui avait précédé, c'était un désaveu constamment renouvelé et à chaque fois avec une voix de plus en plus forte et une détermination de plus en plus incroyable, un refus et un rejet absolu de ce régime. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Iran? Ben, écoutez, je terminerai là-dessus. On a raté l'histoire, l'explication, bah, je la laisse aux historiens. Moi, je ne sais pas vous la donner, même pas vous en proposer une. On a raté ce qui aurait été la meilleure solution, c'est-à-dire une transition à l'espagnol. Des gens qui avaient fait pas partie de ce régime et qui organisaient en relative douceur un tournant et une sortie de la dictature vers la démocratie. Ben, on a raté cela. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Probablement, non, probablement, je n'en sais rien. Mais si ce régime s'écroule brutalement, ce qui est quand même ce qui reste à mes yeux une forte possibilité, on irait à ce moment-là vers des affrontements très très sérieux en Iran, probablement pour le coup une expression politique de plus en plus forte des minorités ethniques et religieuses ou ethniques et religieuses de ce pays. Et pour ma part, je donne de moins en moins avec cette guerre, avec ce conflit, une durée de vie pérenne aux frontières dessinées par les puissances coloniales à la fin de la Première Guerre mondiale. Je crois que l'ensemble des pays de la région pourraient bien être à la veille profondément, d'un profond remaniement de leurs frontières, c'est-à-dire à la veille d'un chapitre historique long et très, très conflictuel. Alors, je suis assez d'accord avec toi comme souvent. Euh, mais c'est vrai que ce que tu dis paraît étrange aux Israéliens parce que les Israéliens considèrent, je crois, à juste titre d'ailleurs, que cette guerre justifie l'inquiétude constante depuis 15 ans, 20 ans
des Israéliens, non seulement sur le nucléaire, mais sur le conventionnel, sur les missiles balistiques. Parce que là, on ne peut pas dire, comme avec la guerre en Irak, ah bah, le danger a été inventé, il y avait... Non, c'est pas un tigre de papier, c'est quand même une puissance militaire qui, si on n'avait rien fait, alors je dis pas que ce qui a été fait a été bien fait, mais si on n'avait rien fait, pour les Israéliens, c'est une puissance militaire qui menaçait l'existence d'Israël et aussi les existences des pays sunnites, des pays arabes du Golfe. Donc la question que je poserai aux députés, aux parlementaires européens que tu es, si l'Europe a été absente de la guerre, bon, c'est évident, l'Europe n'a pas été absente de la guerre, est-ce que l'Europe peut jouer un rôle dans la paix et dans la transition démocratique? Deux pays, le Liban et l'Iran. Et on voit que le président Macron, alors je pense qu'en Iran, il est absent, mais au Liban, la France essaye de jouer un rôle. Est-ce que la France peut, justement, la France et l'Europe peuvent être des puissances qui aident à préserver la paix et à la transition démocratique ou est-ce que c'est irréaliste dès lors qu'elles ne sont pas présentes, elles n'ont pas été présentes dans le conflit? D'abord une remarque. Tu me reprends ou tu m'interpelles sur une chose que je n'ai jamais dite. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas commencer cette guerre. Je n'ai jamais Ah non, non, dit. alors, pardon, je me parlais à Bon, moi-même alors. Non, ah bon, d'accord. non, non. Bon, mais comme, Il y a assez de conflits sur la planète pour pas en créer non, un non, c'est pas un référendum. conflit, c'est pas un conflit. Oui, non, non. Mais j'ai assez d'expérience du journalisme comme toi pour savoir que très souvent les gens entendent non pas ce qui a été dit, mais ce qu'ils craignent d'avoir entendu, ce qu'ils craignent d'entendre. Bon, maintenant sur le rôle que peut jouer l'Europe. L'Europe, elle ne peut pas. Enfin, la question n'est pas de savoir, n'est pas tant de savoir ce qu'elle peut jouer comme rôle dans la région, que de savoir, et j'en reviens à mon propos d'avant ta question, si elle peut s'affirmer ou non comme un acteur politique essentiel sur la scène internationale. Je crois que ce sera difficile, je crois que ce sera compliqué, mais je crois que ça se fera, que c'est inévitable et que c'est profondément souhaitable. C'est profondément souhaitable parce qu'on va assister, euh, là je crois presque inéluctablement, à un affaiblissement et une division politique très profonde des États-Unis, très profonde des États-Unis. Quand on voit aujourd'hui, la différence, qui a toujours existé naturellement, mais qui n'a jamais eu une telle virulence politique, entre la Californie et le Texas, entre New York et la Floride, New York, l'État de New York, hein, et la ville encore plus peut-être, mais en tout cas l'État de New York et la Floride. Aujourd'hui, on dit tout le temps que l'Europe est divisée, que l'Union européenne est divisée, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est simplement pas vrai sur les grands dossiers, alors que sur les grands dossiers, les États-Unis sont divisés, mais comme ils ne l'ont jamais été depuis la guerre de sécession. Je ne veux pas dire par là qu'il y aura une guerre de sécession. Je veux dire qu'ils n'ont jamais été aussi divisés que depuis la guerre de sécession. Et divisés culturellement, très profondément. Il y a deux Amériques aujourd'hui et deux Amériques dont l'opposition est extraordinairement radicale et profonde. Et donc on va assister à un recul politique des États-Unis et à une montée, forcément, non seulement de l'Union européenne, mais d'autres puissances moyennes ou grandes d'ailleurs, mais non hégémoniques, qui sont déjà le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. On est à la veille d'une modification très profonde de l'échiquier international dont on ne mesure pas l'importance. Et moi-même, quand je vous dis ça, d'ailleurs, j'ai du mal à le réaliser. Mais c'est quelque chose, c'est un mouvement très, très, très profond. Euh, et la Chine, là-dedans, regarde les choses très prudemment, en attendant de voir ce qui va se passer. Et les pays d'Asie
la Corée et le Japon naturellement, mais bien d'autres vivent dans la crainte qui n'est pas du tout infondée. Je ne dis pas que ça se fera, mais la crainte n'est pas infondée d'un accord sur leur dos entre la Chine et les États-Unis, exactement de la même manière que les Européens vivent dans la crainte d'un accord sur leur dos entre les États-Unis et la Russie de Poutine. Et donc il y a quelque chose qui est précipité par cette guerre, qui est oui, pas accéléré, vraiment précipité par cette guerre, et qui est absolument stupéfiant, beaucoup plus important, et je mesure mes mots en disant cela, beaucoup plus important que la chute du mur de Berlin. C'est beaucoup plus important. C'est un remaniement, c'est un remaniement du monde. Euh, je ne sais pas. Dans l'histoire, je ne sais pas à quoi comparer ce qui est en train de démarrer et qui va se passer. Merci Bernard. Alors pour revenir à Tel Aviv, puisque Anne Baer avait disparu, elle était dans un abri, comme les autres auditeurs qui sont à Tel Aviv et que je remercie de leur fidélité parce que ce n'était pas évident de s'inscrire ce soir, pour ce soir. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a peu de questions, mais y en a-t-il, Anne? Alors, je vois deux questions. Je ne sais pas dire où est Jean-Pierre et où est Daniel exactement aujourd'hui, parce que même les gens qui vivent habituellement en Israël ne sont pas tous en Israël, mais ils peuvent nous l'écrire. Ils peuvent nous l'écrire. C'est l'occasion de dire qu'il y a quand même des vols qui partent de Ben Gurion entre les alertes et entre les missiles. On les entend passer toutes les heures et tourner autour de nos têtes tant que l'alerte n'est pas finie. Et on assiste également, petite anecdote, puisque nous sommes à la période de la Pâque juive, à des rencontres fortuites à la frontière égyptienne entre des jeunes et des moins jeunes qui décident de prendre des vacances en ce moment d'Israël, vacances des missiles et des alertes pour aller se réfugier dans le Sinaï, et ça se passe, et ils reviennent entiers, à côté de Chassidim de New York qui cherchent à partir à New York où est y rentrer, et qui passent donc la frontière égyptienne pour aller chercher leur avion, soit à Taba, soit à Sharm el-Sheikh. Et tout ce petit beau monde se retrouve à la frontière terrestre égyptienne dans la gaieté, faisant leur sortie d'Égypte à l'envers. Donc, Daniel Mala, je ne sais pas où tu es ce soir. Jean-Pierre Martin, je ne sais pas où vous êtes ce soir, mais je vais prendre tout de suite leurs questions. C'est des questions qui s'imposent et qu'on connaît déjà probablement aussi. Daniel demande quel serait le rôle de l'armée. Est-ce que l'armée est capable de prendre d'autres dispositions et de s'opposer aux gardiens de la révolution pour l'avènement d'une forme de démocratie en Iran? Ladan Première ou question. Amélie? Ladan ou Ouais, Amélie? je peux dire deux mots. Euh, il faut savoir comment se passe même le recrutement pour l'armée. Il y a un filtre idéologique et aussi l'armée ne dispose pas de l'arsenal, n'a pas d'accès direct. Ça passe par les gardiens de la révolution. Donc le régime est bien à ce niveau-là. Ils ont quand même structuré et institutionnalisé les choses de façon à ce que l'armée ne puisse pas prendre l'initiative. Et même historiquement, l'armée iranienne n'a jamais été une force agissante indépendante. Après le départ du Shah, elle s'est effondrée. Même pendant la Première Guerre mondiale, elle n'a pas pu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une débandade générale de l'armée face à l'invasion russe et britannique. Donc, moi, je compterais pas beaucoup en ce moment sur l'armée, à condition que les choses changent et puis les gens commencent à changer de camp et qu'il y ait un discours euh, plus nationaliste qui s'impose et auquel les membres de l'armée adhèrent, les soldats adhèrent parce que effectivement, c'est pas les gardiens de la révolution et que institutionnellement, ils sont là pour la défense du pays et non pour la défense de la révolution. Donc, c'est un potentiel, mais c'est pas un potentiel qui puisse s'actualiser de son propre chef. Il faut des facteurs externes très puissants pour qu'elle puisse être mobilisée en faveur d'un mouvement populaire.
Vous savez, le prince héritier a dit qu'il y Ouais. a, je sais pas, une cinquantaine de milliers de soldats qui ont adhéré à son mouvement, mais ils ont, si la chose est vraie, si c'est pas une manipulation de la de la République islamique, on les a pas vus défendre les manifestants et on les a pas vus non plus agir ces jours-ci où il aurait pu neutraliser, par exemple, les checkpoints et tout l'appareil répressif affaibli de la République islamique. Je voulais juste dire un petit mot. Encore dans le discours de Zarif, il y a une sorte de mise en garde au dur du régime, enfin un dialogue avec ses propres compatriotes ou les membres du régime en disant attention, euh, un débarquement de soldats ne serait pas dans votre intérêt. Donc, je pense que le facteur débarquement des forces militaires sur le territoire iranien, c'est quelque chose qui fait très peur à la République islamique dans l'état où il est en ce Parce moment. qu'il craindrait une fraternisation entre les soldats Peut-être du avec la débarquement et la population. population? Exactement. Et même maintenant, il y avait deux soldats américains à cause de l'avion qui avait été. Et il y a, là, je sais plus, j'ai pas suivi il y a, tout à l'heure, mais il y a un qui manque à l'appel encore. Ils ont Mhm, mhm. récupéré l'un et il est très clair par rapport aux appels du régime ils ont peur que les Iraniens puissent le trouver, le cacher et le sauver. Et donc, euh, c'est vrai que le régime vous avez raison, Monsieur Guetta, de dire que le régime a mieux tenu qu'on le croyait, mais je pense que il y a quand même un affaiblissement qui n'est pas encore Oui, oui, visible. oui, bien sûr, Oui, bien et je sûr. pense qu'on est d'accord, Tout à ça peut fait. se manifester. Et pour moi, l'article de Zarif procède de cette crise Je suis intérieure. entièrement d'accord avec vous, mais il ne reste pas moins Oui, ils ont bien que j'ai. tenu, vous avez Ah raison. oui, moi, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas Oui. cru. Alors, Moi non plus. Je pensais qu'avec l'assassinat de oui. Khomeini, il y aurait une forme de déstabilisation beaucoup plus massive. Tout à fait. Mais ils ont Donc, bien tenu. si je peux me permettre de rebondir, un peu comme les Israéliens. Les Israéliens le pensaient également et ils ont été Oui. très déçus. Je voudrais passer à la question suivante, si Alors, vous attends, permettez, quitte Anne, à je voudrais juste, revenir à l'Iran. Oui? Anne, je voudrais faire une précision sur l'Iran. Euh, D'une part, je pense que l'assassinat de Khamenei, s'il avait eu lieu avant les 10 et 11 janvier, aurait peut-être eu des conséquences plus positives Bien sur le sûr. changement de régime, parce que là, les 30 000 personnes qui ont été tuées, c'était des 30 000 manifestants les plus actifs, les plus Bien sûr. déterminés. Donc cela manque. La tête de la contestation a été tuée. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, quand j'ai interviewé Reza Pahlavi en février, il m'a dit cette chose-là aussi, qu'il a redit dans plusieurs interviews, qu'il y avait des dizaines de milliers de gardiens de la Révolution, de membres de l'armée, qui étaient en contact avec lui par des canaux secrets. Et c'est vrai que j'ai reposé la question après, parce que quand on a parlé avec la dame, mais où ils sont tous ces gardiens. Donc j'ai posé la question à un des membres de son entourage, mais il m'a dit, bah, ils attendent le moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au moment de la bascule, quand les conditions seront réunies, ils sortiront et se manifesteront. Mais le moment n'est pas réuni. Et il m'a aussi donné la métaphore de la poutre. Bon, une poutre, on tape dessus, on tape dessus, on tape dessus. Ben, les Américains tapent sur la poutre et les Israéliens tapent sur la poutre. Et pendant longtemps, il ne se passe rien. Et puis, il y a un moment donné où la poutre craque. Oui, Mais c'est vrai. on ne sait pas quand ça va se produire. Hein. Et c'est vrai que la question d'avoir la différence avec 1944, on en parlait l'autre jour, c'est qu'en 1944, les Américains étaient au sol, le général de Gaulle a pu arriver à Bayeux. Là, il n'y a pas, pour qu'il y ait un changement de régime, il faut qu'il y ait des troupes au sol, qu'il y ait une force, un gouvernement provisoire, qu'il y ait quelque chose. Et il n'y a rien de tout ça. Je ne sais pas si ça sera possible ou pas à court terme, ça j'en sais rien, mais il n'y a rien de tout ça. Je laisse la parole à Anne. D'abord, je voulais dire que Daniel s'est signalé qu'il est à Kiryat-Ono, donc pas très très loin de Tel Aviv. Et en fait, nous avons les mêmes pré-alertes, pas toujours les mêmes alertes, puisque en fonction de la trajectoire, on met beaucoup de gens à l'abri et puis on affine ensuite.
Jean-Pierre Martin nous ramène à la question palestinienne. Peut-il y avoir une solution pérenne sans résolution de la question palestinienne? C'est une question qui est omniprésente dans tous les débats de Shalom Salam. Peut-être Léa, tu voudrais t'y coller? Je voudrais, merci Anne. Merci. Après, je vais rebondir ce que vous avez dit, Bernard, parce que je pense que c'est un sujet essentiel et qu'on ne l'a pas débattu. Euh, je, deux choses. Après le printemps arabe, ce qu'on a vu, c'est que toutes les théories occidentales et moyen-orientales qui corrélaient en fait l'état de la région au problème palestinien étaient nulles et ne marchaient pas. Void, pardon. Euh, Pendant des années, on a mis sur le dos du problème palestinien et du conflit israélo-palestinien toute la misère du Moyen-Orient. Le printemps arabe a quand même montré que c'était déconnecté l'un de l'autre. En revanche, ce qui se passe au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, c'est que les accords d'Abraham, qui ont mis en petite note de bas de page l'histoire de l'État palestinien, a quand même remis au centre l'État palestinien. Alors, c'est venu avec différentes conditions. Et en premier lieu, c'est que s'il y avait quelques Israéliens qui pensaient avant qu'il y aurait un État palestinien, vous demandez à des gens qui étaient assez mainstream avant, peut-être pas les gens qui interviennent ou qui font partie de Shalom Salam, mais je peux vous dire que ça paraît beaucoup plus loin que ce qui était avant. Moi, je peux vous dire que j'ai participé, j'allais une fois tous les 2 mois à Ramallah boire un verre. Enfin, vraiment, j'ai participé à tous les dialogues israélo-palestiniens depuis 20 ans, régionaux palestiniens, tout ce que vous voulez. Je suis dans un état de blocage où je ne sais pas comment on continue. Ce que je sais simplement, c'est que la manière dont fonctionne aujourd'hui le Proche-Orient, c'est que il va falloir remettre l'histoire de l'État palestinien, peut-être pas au centre du débat, parce que je ne pense pas que ce soit l'histoire principale du Moyen-Orient, mais en tout cas ne plus le mettre en note de bas de page. En revanche, ce que je demanderais, et là je voudrais rejoindre, enfin pas du tout rejoindre, mais je voudrais rejoindre l'argument de Bernard sur la place de l'Europe, c'est que si on refait les mêmes erreurs en permanence depuis, allez, je vais partir de 2000 parce que sinon on va aller trop en arrière. On peut pas refaire les mêmes erreurs en permanence, on peut pas négocier de la même façon en permanence, et surtout on ne peut pas euh, dénuer de agency, comme on dit en anglais, les Palestiniens. Et agency, ça veut dire que euh, les conditionnalités pour un État palestinien, elles viennent aussi sur des réformes dans l'État palestinien, d'accord? Elles viennent aussi sur une déhamasisation, je ne sais pas comment on peut le dire, réelle de Gaza. De la même façon que ce que j'attends des Français. Les Français, depuis le 7 octobre, avaient tellement de points de chute pour être importants dans le débat au Moyen-Orient et ils les ont tous ratés. Macron avait promis 100 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza. Très bien, bah faites comme en Ukraine, c'est-à-dire on met en place un vrai système qui évite la corruption, qui évite que ça arrive dans les mains du Hamas. Ça n'a jamais été fait. Macron a parlé de coalition internationale contre le Hamas. Ça n'a jamais été fait. Là maintenant, occasion incroyable, mais incroyable, entre le Liban et Israël. Les Libanais disent on veut des négociations directes avec Israël. On veut la fin du Hamas. On met le Le Hezbollah, Hezbollah. on considère le Hezbollah illégal. Enfin, c'est incroyable. Et non, que fait la France? Elle dit moi je veux gérer ces négociations. Très bien, mais avec 17-01 et la finule comme base. Non, en fait. Écoutez ce que les Libanais disent. Les Libanais disent on est prêt. On a peur d'une guerre civile, mais on est prêt. On a enfin la Attendez, possibilité d'affaiblir le Hezbollah et la France vient avec non, 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 attendez, Alors, pardon, mais tout de même, enfin, c'est la Bernard, France et Macron en personne qui ont proposé les premiers, bien avant les dirigeants libanais, un dialogue ou des négociations directes entre dirigeants libanais et dirigeants israéliens. une seconde. Oui, mais Bon, si vous parlez de négociations directes et que pour ce qui importe aux Libanais pour l'instant, c'est pas et aux Israéliens d'ailleurs, c'est pas que ça soit une jolie signature entre le Liban et Israël. Ça, je pense que de toute façon, soyez la chose intéressante, c'est les doubles discours. Moi, j'entends des Libanais dire depuis les accords d'Abraham qu'à un moment le Liban arrivera, que ce sera le temps du Liban. J'entends aussi des Libanais me dire là maintenant.
c'est que c'est le moment de finir avec le Hezbollah. On comprend pas ce qui se passe en France. C'est pas parce que les Israéliens, pour eux, avoir une jolie signature, c'est pas ça qui est important. Je comprends pas. Vous Une voulez seconde, pas essayer une de seconde, monsieur formuler la Guetta, je termine critique mon faite à la argument. France? Alors, Je oui, termine Parce mon que je la argument. comprends pas. Je termine mon argument. Je voudrais avoir une France qui est complètement engagée contre le Hezbollah en Liban, en comprenant que c'est le moment. Cas, mon Dieu. Pardon? C'est le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ah Ce bon? n'est pas le cas. Parce que sinon, on verrait un nouveau programme, on verrait un vrai projet, on verrait pas juste une petite proposition de remettre sur le tapis 1701 et de proposer un cessez-le-feu immédiat sans le désarmement du Hezbollah. Et la deuxième chose je suis très très étonnée de ce que vous me dites, enfin étonnée à moitié, sur le déboussolement et l'incompréhension par rapport aux États-Unis, ce que je pense qui est effectivement le cas. Je ne pense pas comme vous que la réaction sera un alignement avec la Chine. Je pense que la Chine peut gagner ou recevoir des points. Je pense que ce dont vous parlez de small and medium states, c'est-à-dire l'idée d'un monde où des petits États et des moyens États pèsent de manière importante sur l'état du monde, ça oui, ça on le voit depuis quelques années. J'adore prendre l'exemple de Singapour parce qu'en fait c'est l'exemple facile. Un petit État Mais le plus qui est parlant. performant, Oui. etc. Donc c'est l'exemple facile, mais Mhm. c'est un bon exemple. Euh, attends, Léa, je crois qu'il faut. Alors, je il y a deux termine choses. juste sur les Ouais. États-Unis. Je termine juste sur les États-Unis. C'est que même dans les pays arabes, le décalage entre ce qui est dit dans les médias et ce qui est dit dans les groupes WhatsApp privés est incroyable. Il y a un vrai double discours et il faut aussi savoir qu'il y a un double discours. Bernard répond sur la question du Liban et après, on a d'autres questions. On va finir sur la question de la transition éventuelle démocratique en Iran. Voilà. Non, je n'ai pas à répondre sur la question du Liban, parce que tout simplement parce que je n'ai pas compris ce que vous disiez. Encore une fois, il me semble que la France a été véritablement à l'avant-garde, la première, et il n'y a pas eu de deuxième d'ailleurs, après les propositions que la France a faites d'un dialogue direct entre dirigeants israéliens et libanais. Et les dirigeants libanais n'ont pas véritablement saisi la perche qui était là tendue par Paris parce qu'il restait un malaise que, bon, on peut comprendre, pas approuver, mais comprendre, à l'idée pour les dirigeants libanais de reconnaître de facto Israël en s'engageant dans des négociations directes avec ses dirigeants. Donc il y a là un blocage qui ne tient pas qu'à la France, je dirais qu'il tient à une frilosité des dirigeants libanais et à une volonté des dirigeants israéliens d'avoir totalement liquidé, ce qui est complètement illusoire d'ailleurs, d'avoir totalement liquidé la question du Hezbollah avant d'ouvrir la moindre négociation avec les dirigeants libanais. Je pense que les deux ont tort, les dirigeants israéliens et les dirigeants libanais, et que la France, pardonnez-moi de le dire, a raison. Les Israéliens ont tort parce qu'ils prennent pas la perche, mais on continuera ça après pour pas phagocyter le débat. Mais votre lecture de la France, je pense, est complètement fausse et des Libanais aussi est fausse. Alors, ce qui est Alors, intéressant, parce que, alors, on va passer à autre chose, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le fossé qui s'est creusé entre les Israéliens et les Européens, et la France en particulier. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation sur l'endroit où on se situe politiquement en Israël, on considère que, et ça ne plaira pas à Bernard, et je pense que c'est excessif, mais on considère que les Européens sont hors du jeu, que les Européens sont hors du coup, que les Européens, de toute façon, comme ils n'ont pas d'armée, qui ne sont pas engagés militairement, ne pèsent rien et que seul compte le rapport de force militaire. Ça, c'est très israélien et il y a un gap. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se réconcilier. C'est aussi. Non mais Michel, c'est sans doute, ou peut-être je n'en sais rien, je ne suis pas en Israël, c'est sans doute très israélien, mais c'est surtout une gigantesque erreur, parce que même Trump est en train de se rendre compte que sans l'Europe, il ne pèse pas tant que cela au Proche-Orient. S'il éructe, s'il piaffe, s'il injurie tout le monde, et notamment le Premier ministre britannique, c'est parce que il voudrait
que l'Europe soit à ses côtés et qu'il se rende compte que même les États-Unis et même lui, l'immense génie Donald Trump, aurait besoin d'alliés et spécifiquement d'alliés européens. Alors l'Europe comptera, sauf que aujourd'hui elle ne peut pas compter dans la mesure où les deux puissances qui sont maîtres du jeu et ne veulent pas que d'autres s'en mêlent politiquement parlant, que d'autres s'en mêlent comme subalternes, comme supplétifs, ah oui, ça certainement, mais comme alliés ayant voix au chapitre, eh ben, ces deux puissances, c'est Monsieur Netanyahou et c'est Monsieur Trump. Mais quand leur échec sera patent, et je ne doute pas qu'ils deviennent patents, je ne m'en réjouis pas particulièrement d'ailleurs, mais je crois que ça arrivera. Ben, l'heure de l'Europe, oui, sonnera parce qu'on aura besoin d'elle et qu'on aura besoin d'elle notamment pour assurer la libre circulation dans le détroit d'Ormuz une fois que tout cela que cette folie se sera calmée. Alors, Je- maintenant, on revient aux questions qui vont être transmises par Anne-Bert. Écoutez, ce soir, on a des questions fantastiques et on a aussi des interlocuteurs qui n'ont jamais eu l'occasion de poser leurs questions. Donc, je voudrais bien essayer d'en caser quelques-unes si on peut faire des réponses brèves. voilà. Euh, je voudrais redonner une chance à Amélie Shelley, à Ladan Borouman et à Bernard Guetta de répondre à plusieurs questions. Je vais vous en donner deux d'un coup. Dans le prolongement des premières interventions de la part de Florence Hostier, pensez-vous que la Turquie, qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui dans les stratégies des uns et des autres ici au Moyen-Orient, souhaiterait, à la faveur d'un effondrement possible de l'Iran, s'assurer une annexion de la région nord-ouest de l'Iran jusqu'à Tabriz, c'est-à-dire la région turcophone? Qui veut prendre? Peut-être Amélie qui n'a pas beaucoup parlé. Alors, je voyais que Amélie était... Sinon, j'ai une autre question pour Amélie. Donc, je Oui, vous en donne deux. OK? Comme ça, vous les avez les deux. Moi, je veux bien répondre à la première, mais après Amélie. oui, il faut Alors, laisser. Bernard répondra à la première, ce qui est Oui. dans l'ordre des choses, c'est très bien, parce que c'était le souhait de la personne qui a posé cette question. Et Amélie, avez-vous des informations, donc de la part de Joël Thierry, sur la répression des gardiens de la Révolution, donc je suppose la répression Par leur part. euh, que font les gardiens de la Révolution, est-ce qu'elle est toujours aussi intense, je suppose, en comparaison avec janvier et février? Alors, quand on a des éléments de déstabilisation à l'intérieur de la République islamique, que ce soit les derniers événements, les événements liés aux élans protestataires récents ou moins récents, vous avez toujours ensuite deux courses aux sorcières parallèles. Mhm. L'une qui est vraie et l'une qui finalement s'habille de la rhétorique de la République islamique pour couper les têtes qui dépassent. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux courses aux sorcières? La première, c'est une véritable enquête sur les éléments qui auraient pu être influencés ou projetés de l'étranger. Un exemple très simple, pendant la guerre des 12 jours, dès la première nuit, on sait qu'il y avait des drones infiltrés. S'il y a des drones infiltrés, ça veut dire qu'il y a des alliés du belligérant d'en face. Et donc, ces belligérants, ces espions, ces traîtres à la patrie, eh bien, il faut les arrêter. Donc ça, c'est la première course. C'est quelque chose qui, finalement, tombe sous le sens quand on veut défendre les intérêts de la pérennisation de la République islamique. Et puis parallèlement à ça, eh bien, on en profite pour finalement faire tomber tous ceux qui n'ont pas de lien direct avec les élans protestataires, avec la déstabilisation en interne, mais qui font beaucoup de bruit sur d'autres choses, par exemple des personnes qui ont des propos droits de l'homiste, féministes, régionalistes ou autres. Donc on en profite et en règle générale d'ailleurs, il n'y a pas de charge de opposants politiques, puisque la République islamique ne se présente pas comme une dictature elle-même, c'est toujours inimitié à l'égard de Dieu, et ça permet justement d'éliminer. Là, concrètement, pour ce qui se passe actuellement, on sait, bon, on a plein de chiffres très très différents sur la répression des élans protestataires. Même si on ne devait s'en remettre qu'aux chiffres de la République islamique qui sont déjà énormes, alors imaginons ce que ça peut être en bien pire. Une chose est sûre, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque quand vous avez eu
cette répression, il y a eu des morts. Il y a eu des morts indirectes, c'est-à-dire des personnes blessées qu'on n'a pas laissées être soignées. Et puis ensuite, il y a les arrestations. Je donne juste un exemple. Quand Donald Trump avait dit sortez, secouez le cocotier, l'aide arrive, eh bien j'ai un groupe de 12 amis qui ne sont pas forcément toujours les plus exaltés dans les manifestations, qui ont décidé de sortir. 11 d'entre eux ont été arrêtés et 11 d'entre eux sont toujours en prison et on ne sait pas ce qui leur arrive. Voilà. Là, concrètement, là, c'était pour les éléments protestataires. Maintenant, pour ce qui concerne la guerre à proprement parler, je pense qu'il y a une troisième chose à ouvrir. C'est-à-dire que là, on n'a pas de chiffre. Qui est arrêté, qui n'est pas arrêté, on ne sait pas. Je sais que pour les personnes avec lesquelles je suis en contact, j'arrive à les garder en contact. Il n'y a pas d'arrestation pour ce qui les concerne, elles. Mais il y a une troisième chose. Il y a la purge en interne. C'est-à-dire que si on a eu, je pense que c'est quelque chose d'absolument paradigmatique, si a succédé à Ali Khamenei, son fils, alors que pendant très longtemps, à chaque fois qu'un débat relatif à la succession du guide avait cours en Iran, il était très difficilement envisageable d'avoir le fils parce que ça faisait trop référence à l'ancien régime où le pouvoir était héréditaire et donc ça allait trop finalement être une sorte de copier-coller de ce contre quoi la République islamique s'était élevée. Si à ce moment-là, c'est Mojtaba Khamenei qui a pris la suite, c'est peut-être parce que la paranoïa à l'intérieur du pays est telle qu'il n'était pas envisageable de prendre quelqu'un de trop étranger au clan, premièrement. Un autre exemple, quand Ebrahim Raisi, donc le président de la République qui était là avant Pezeshkian, est mort en hélicoptère, que s'est dit la scène médiatique internationale non iranienne? Ah bah c'est le Mossad. À Mhm. l'intérieur de l'Iran, qu'est-ce qu'on s'est dit en premier? On s'est dit, bah, Mhm. c'est la République islamique qui s'en est débarrassée parce qu'il devait avoir quelque chose à se reprocher. Il ne devait pas œuvrer dans le sens plein des intérêts du régime. Donc vous avez cette chose-là qui a cours, très certainement en ce moment. Pour ce qui me concerne, au-delà des renseignements que je peux prendre auprès de contacts sur place, pendant très longtemps, j'ai travaillé pour le ministère des Armées ici. J'étais en charge de mettre en évidence l'infiltration des gardiens de la Révolution dans les médias formels, informels et alternatifs. Et pendant ces études-là, j'ai aussi dû mettre le nez dans la cyberarmée des gardiens de la Révolution et notamment chez les Sarbazane Gomnom, c'est-à-dire les soldats anonymes qui sont des soldats virtuels. Et effectivement, les propos à l'intérieur, bon, il y a deux grandes litanies qui reviennent très régulièrement. La première, ben, c'est justement le fait de devoir se méfier à l'intérieur de la structure des uns et des autres, hein. C'est un sujet qui est beaucoup plus fréquent que la question de la répression au sens immédiat du terme de la population. Et la deuxième, c'est cette volonté d'accentuer plus encore une stratégie qui a révélé un nom depuis, on va dire, 2 ou 3 ans chez les gardiens de la Révolution, c'est la Boiling Frog. Hein, c'est une stratégie qui existe depuis longtemps, simplement. Là, on a posé ce terme dessus à l'intérieur de ce groupe. La Boiling Frog, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la grenouille qu'on met dans de l'eau et puis on monte progressivement la température. Et c'est si progressif que la grenouille ne se rend pas compte qu'en fait, elle meurt. Hein, elle meurt ébouillantée. Alors, en quoi consiste cette stratégie? Eh bien, c'est le fait d'être finalement dans le long-termisme. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, là où les puissances adverses sont dans la blitzkrieg, même si ce n'est pas forcément le terme le plus convenable étant donné qu'on a un belligérant israélien, hein, c'est la blitzkrieg, tandis qu'en face, on est plutôt dans la volonté de faire durer les choses. Pourquoi? Eh bien parce qu'on compte véritablement sur le fait que une population qui souffre va plus direct, enfin, va plus facilement se mettre à détester la menace directe, c'est-à-dire ceux qui envoient les bombes, que la raison qui a causé cette volonté d'envoyer les bombes. Et donc c'est une façon aussi de grossir les rangs soit de ceux qui Euh, détestent les belligérants, soit enfin, de redorer finalement le blason mm, du petit Goliath. Là encore, l'image est mal choisie, mais c'est la merci. République islamique contre les grands Goliaths. D'autres Merci questions? Amélie. On reprend la Est-ce main que parce que la montre ne joue pas pour nous, si j'ai bien suivi ce que tu disais.
Bernard, en bref, vraiment sur cette question Ladan. de la région turcophone, et il y a une question Attends, complémentaire. Ladan voulait dire quelque chose sur ce sujet. Oui, je voulais rapidement parler de la répression. Il faudrait que vous sachiez que en février, 281 exécutions. Depuis le début de mars, 4 exécutions de prisonniers politiques. Il y a des arrestations, le 3 mars, 35 arrestations. La machine répressive n'a pas été entamée dans la République islamique. Nasrin Sotoudeh, qui était en liberté, a été arrêtée récemment, une avocate des droits de l'homme. Donc, ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'il y a un assaut contre la minorité des Bahaïs. Mhm. Et le problème, c'est que, par exemple, ils veulent commencer à exécuter. Ce qui nous inquiète, c'est qu'ils veulent commencer à exécuter les membres de cette minorité qui est complètement apolitique et pacifiste. Par exemple, on sait que dans un procès à Yazd, une femme a avoué, évidemment sous torture, qu'elle était bahoï, qu'elle avait en sa possession des cocktails Molotov. Et nous, et tout ça, nous avons des contacts à l'intérieur de cette prison et ils nous ont dit que cette femme, en fait, n'était pas bahoï et elle n'avait jamais eu de cocktail Molotov. Donc, on a l'impression qu'ils sont en train de faire un peu comme les procès de Moscou, préparer des scénarios pour commencer à exécuter les Bahoïs, et ça, c'est très inquiétant. Donc, la répression est massive. Oui. Ladan, Pour répondre à la question de votre spectateur, et ça nous inquiète beaucoup. Ladan, vous avez une question de Jacqueline London concernant les Juifs, la minorité juive. Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle continue à vivre comme d'habitude, notamment ces fêtes de Pessah? Est-ce qu'elle est particulièrement réprimée? Est-ce que vous avez des informations? Je pense beaucoup sont partis. Il y a une toute petite minorité qui reste très discrète. Et honnêtement, j'ai pas entendu parler d'arrestation de juifs récemment. Est-ce que je peux éventuellement répondre à cette question? Oui, brièvement, pour qu'on Oui, puisse oui. revenir à Bernard Je vais Guetta. très, très vite. Je vais très très vite. Et je vais dans votre sens, Ladane, quand je parlais du fait qu'on n'avait pas de chiffres sur les arrestations pendant la guerre. C'est parce que ces chiffres-là que vous avancez, malheureusement, on peut éventuellement penser qu'ils sont bien plus lourds. Mais je voulais pas m'avancer. Oui, mais nous avons une organisation qui fait du bon travail, c'est Human Rights Activists in Iran, pour les arrestations, etc. Dans l'ensemble, ils sont très sérieux et au moins, on peut savoir qu'il y a eu ces arrestations. Merci. Alors pour ce qui concerne les juifs, effectivement, vous avez plusieurs milliers de juifs en Iran. Alors il y en a plus que le nombre qui est affiché officiellement parce que vous avez aussi en Iran les lois de la dimitude, c'est-à-dire que on est dans une théocratie et toutes les minorités sont à la fois protégées mais n'ont pas les mêmes droits que la minorité chiite. Et par exemple, un chrétien ou un juif n'a pas le droit d'avoir des employés musulmans. Donc il y a énormément de juifs qui se convertissent, mais c'est une conversion de façade. Donc on imagine que le va bien au-delà de 8000 qui sont régulièrement affichés. Pour ce qui concerne la question des rituels et du respect des rituels, en fait, les juifs sont obligés de respecter les rituels parce qu'à la limite, ce qui dérangerait le plus la République islamique qui s'installe comme une théocratie, c'est la tendance vers le sécularisme, hein. Donc, si jamais vous êtes juif et que vous voulez apprendre l'hébreu moderne, c'est impensable. En revanche, l'hébreu biblique, c'est une obligation puisque vous êtes juif, vous devez respecter votre religion. Donc il y a fort à croire que, ils doivent très 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 mal vivre cette guerre. Alors émotionnellement peut-être plus mal que le reste de la population, mais d'un point de vue purement pratique, ils doivent la vivre aussi mal que le reste de la population et normalement d'un point de vue purement liturgique, ça n'a pas d'impact a priori. Michel, est-ce que tu nous donnes encore quelques minutes parce que c'est fini, on prend plus de nouvelles questions, mais il Non, je faudrait pense que répondre oui, à la écoutez, question de Florence Hostier qui a été oui. complétée par une question de David Vino qui demande si, puisqu'on parle déjà d'une région turcophone sur lesquelles la Turquie pourrait avoir des visées en Iran, est-ce que c'est la même que le Kurdistan ou pas? Non, Donc faire un non, petit non, non. rappel géographique. Et il y aura une question à la fin de Laurent Kern et après c'est fini. OK.
À toi, Bernard. À moi, d'accord. Bon, très rapidement, je reviens à mon propos de tout à l'heure pour répondre à cette question, en disant que si on va, ce qui est une possibilité, voire une probabilité, vers un écroulement brutal du régime à court ou moyen terme, à ce moment-là, la, la, le- l'unicité de l'Iran, les frontières de l'Iran seront remises en question parce qu'il y aura des forces centrifuges dans les minorités ethniques ou religieuses, non seulement la région turcophone, mais aussi évidemment les Kurdes. Cela précipite un effondrement du régime iranien pourrait précipiter un retour sur le devant de la scène assez spectaculaire de la question kurde, parce que si les Kurdes iraniens commencent à bouger, bah, regardez la carte du Kurdistan, elle recouvre une partie des territoires des 4 pays où il y a des Kurdes, elles sont limitrophes, ces régions, eh bien, la question se reposera, puisqu'il y a évidemment un Kurdistan irakien qui est d'ores et déjà totalement indépendant du reste du pays, pas formellement, naturellement pas, mais dans les faits, et que tout cela peut avoir un effet en chaîne très spectaculaire. Merci beaucoup, Bernard. Laurent Kern posait une question à l'eurodéputé parmi nous. Peut-il préciser ce que l'Europe préconisait pour régler les problèmes de l'Iran en lien avec son idéologie et sa volonté d'hégémonie? Donc, en gros, euh, quelle est la stratégie européenne, s'il y en a une? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce régime hégémonique iranien et à son idéologie? Pardon, mais la question est extrêmement vague Elle et est vaste. Elle est elle vaste. est vaste, pardon, merci d'accord, elle est vaste, disons-le comme ça, et je ne crois pas qu'on puisse y répondre, je ne crois pas que quiconque puisse y répondre. D'abord parce que l'Union européenne, il faut le rappeler tout le temps, c'est une union de 27 pays et qu'il n'y a pas sur tous les points, et en tout cas pas dans les détails, d'accord complet entre ces 27 pays. Il y a une unanimité dans l'Union européenne, Orban excepté, sur le soutien évidemment à l'Ukraine. Il y a des unanimités sur bien d'autres choses, et notamment sur la nécessité aujourd'hui de développer une défense européenne, donc sur des choses extraordinairement avançées, sur la méfiance vis-à-vis de Trump, qui depuis le Groenland est vraiment une unanimité dans l'Union européenne, etc. Écoutez, précisément sur ce que devrait devenir et comment le régime actuel iranien, si nous ne sommes pas capables, nous, de répondre à cette question dans notre webinaire, vous imaginez bien que l'Union européenne ne le peut pas non plus. Enfin, qui le peut? Ça Je dépend. pense, je pense, Laurent Kern, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est une manière de dire on critique la façon dont les Israéliens et les Américains s'y prennent, mais qu'est-ce que vous avez à proposer, vous, Européens, de mieux? C'est sa manière de dire les choses. Mais Voilà. non, mais attendez, les Européens, dans leur très grande majorité, avec beaucoup de nuances d'ailleurs, hein, qui ne sont pas négligeables, mais enfin quand même dans leur très grande majorité, ont déploré et condamné le fait que cette guerre israélo-américaine ait planté le dernier clou du cercueil du droit international. Et c'est une chose extraordinairement grave, surtout quand on voit la confusion dans laquelle cette guerre a été engagée. Donc il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que vous avez, vous, Européens, à proposer, mais de constater que les Israéliens et les Américains ont, en l'occurrence, comment est-ce qu'on dit en bon français poli et courtois, totalement déconné. Si vous avez une bonne traduction, donnez-la moi. Michel, avant de te repasser la main, nous avons traité toutes les questions. Je voudrais quand même redonner la parole à Léa parce que je sens que tu bous. Non, Ah, non, je boue pas du tout. Et puis Attends, surtout, attends, on attends. a 1 minute. Non, 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 pas du tout. Je trouve ça fascinant, vraiment. Ce que je trouve fascinant surtout, c'est que je vois Amélie, Ladane et moi, on a une réflexion différente sur ce que vous dites. Et je trouve ça très intéressant de réfléchir au rôle de l'Europe qu'on voit pas pareil. Surtout, je vais juste terminer avec ça, que vous avez dit au début.
de ce séminaire, de ce webinaire, que il n'y a pas de division à l'intérieur de l'Union européenne, mais vous terminez en disant que c'est quand même 27 pays, qu'ils n'arrivent pas à trouver une commune, Mais pas au surtout. commun engagement. Et si vous me demandez à moi, le droit international, il est mort en Ukraine, avant d'être mort avec l'Iran. C'est pour ça que je vous ai dit le dernier clou dans le cercueil. J'étais très précis. Mm. C'est c'est bien vu. Alors, Est-ce Michel, que là, je peux peut-être un dire mot, un c'était mot? bien. Je peux dire un mot parce que euh, la guerre de la République islamique, comme j'insiste tout le temps, a été une guerre idéologique contre l'Occident. Et le fait que, Monsieur Guetta, vous nous disiez, ben, on ne sait pas quoi faire trop. Si, il faut mener cette guerre idéologique, il faut la mener de concert et il faut la mener avec beaucoup, beaucoup de force Bien et de sûr que, mais détermination. bien sûr que oui, évidemment. Et ça, Oui, mais ça demande, ça requiert beaucoup de choses. Ça requiert non, de l'intelligence, ça requiert de ne pas laisser les forces d'influence de la République islamique agir à mais l'intérieur des académies, des universités. C'est vraiment une guerre sérieuse que eux mènent pardonnez, contre la démocratie. pardonnez, madame, aux Européens d'être moins intelligents que les Américains et les Non, je ne Israéliens, parle mais pas des Américains, ils ont été d'accord, encore d'accord. moins. Enfin, nous ne sommes pas si stupides collectivement, collectivement parlant. Il y a une très grande et très profonde et très unanime ou quasiment unanime condamnation du régime iranien. Cela va de soi. Je vous assure que quand on est au Parlement européen, hein, on ne trouve pas de défenseurs du régime iranien. On ne trouve pas de défenseurs du régime iranien. Maintenant, on ne trouve pas non plus de très grands fans de la manière dont cette guerre a été lancée par Donald Trump. Amélie, tu voulais dire quelque chose? Euh, non, pas particulièrement, mais s'il y a une autre question, je suis là. alors on a fini les questions et je suis très fière parce que elles étaient toutes passionnantes et on les a toutes couvertes. Michel, je te rends l'antenne. Oui, alors d'abord, je pense qu'il y a, ben, il y a deux choses que je vois, je constate et que je ressentais déjà avant. C'est d'une part que, bien évidemment, Bernard Guetta est totalement opposé au régime islamique. Et bien évidemment, je crois, je ne peux pas parler de son nom, mais je sais que Bernard comprend les raisons pour lesquelles les Israéliens étaient inquiets et pour lesquelles les Israéliens trouvent justifié d'intervenir et trouvent cette guerre justifiée. Néanmoins, on peut aussi considérer, si on prend le point de vue européen, c'est que contrairement même à la guerre du Golfe, à la guerre de 2003, très, très controversée, les Américains n'ont même pas cherché à faire une coalition. La guerre du Golfe a été menée par une coalition avec la Grande-Bretagne, non, oui, avec la Grande-Bretagne, Tony Blair, l'Espagne et d'autres pays européens. La Donc première là, guerre contre le Koweït. voilà, c'est-à-dire que moi, Pas personnellement, je contre le pense, Koweït, en défense du Koweït, oui, non, pardon. celle du Koweït, mais celle de 2003 aussi, c'était une coalition. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas. La difficulté dans le débat, et c'est aussi l'intérêt de ce débat, c'est à la fois de considérer que le combat contre la République islamique est légitime, que les coups que les Américains et les Israéliens portent au régime sont positifs, mais finalement, c'est à la fin qu'on pourra dire si ça a été positif. C'est si ça permet de. C'est pour ça qu'on a axé le débat sur la question du renversement du régime. Si ça permet de créer un Moyen-Orient plus stable, et si cette pieuvre de la République islamique, avec le Hezbollah, avec Bachar al-Assad, avec le Hamas et le djihad islamique, surtout à Gaza, etc., euh, avec les Houthis, si tout cela, finalement, on plante le dernier clou sur le cercueil de cette pieuvre, ça sera une bonne chose pour tout le monde. Simplement, c'est sûr que on a des doutes sur la manière, et même nos amis iraniens, même Ladan l'a dit aussi, on a des doutes sur la fiabilité de Donald Trump, sur son engagement pour la démocratie en Iran. Donc, c'est assez légitime que ces divergences apparaissent entre nous. Voilà. Maintenant, je pense que c'était très intéressant de savoir ce débat, et c'est vrai que on voit la même chose, mais on ne la voit pas du même endroit selon qu'on est au Moyen-Orient ou selon qu'on est européen, même si on partage les mêmes valeurs et même si on porte le même jugement négatif sur le régime islamique. Je voudrais en profiter pour saluer Laurent Kern. Salut Laurent, je suis très content que Laurent ait participé à ce webinaire, d'autant plus que je sais que pour les Israéliens, ce n'était pas évident de s'inscrire.
Bon, on a respecté la sortie du Shabbat après 20 heures à Tel Aviv, mais on était vraiment dépendant des alarmes et des alertes et on ne pouvait pas attendre la fin de la guerre non plus pour faire ce débat. Donc il y a beaucoup de gens qui ont hésité. Et Laurent est un ami qui est l'un des responsables du groupe francophone, de la section francophone du Rivon Harevi. Et le Rivon Harevi, c'est un mouvement de la société civile israélienne qui regroupe des dizaines de milliers de membres en Israël, dont une section francophone que représente Laurent. Et ce mouvement regroupe des Israéliens de toutes tendances, de toutes opinions, qui veulent réfléchir à l'avenir d'Israël et qui sont inquiets à l'avenir d'Israël, pour l'avenir d'Israël, et par rapport aux divisions très profondes de la société israélienne. Donc je suis très content que Laurent et d'autres personnes du Rivon Harevi aient participé à cette réunion. Et je crois que c'est aussi ce que nous cherchons à faire, nous, c'est des rencontres qui finalement sont improbables ailleurs et voilà, que des Israéliens aient pu entendre Bernard Guetta, que Bernard Guetta ait pu s'exprimer, que des Iraniens et puis aussi des Iraniens, une Iranienne comme Ladan ait pu s'exprimer. Donc je trouve ça très positif et je vous remercie toutes et tous et bon courage pour la suite et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Au merci revoir, beaucoup. au revoir.